Bonjour Monsieur Edmond Okevela, Bonjour, bienvenue sur la Web TV. merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis honoré. Vous êtes ancien président du Conseil économique et social. Vous avez écrit une œuvre qui s'intitule Déficit démocratique et mal développement en francophonie quand nos dirigeants ne peuvent plus. Oui. Quelle est l'idée générale de votre ouvrage et pourquoi avoir choisi le titre justement? Donc, merci. Je voulais d'abord remercier Brain Forest et le média que vous constituez pour m'avoir invité. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, que j'ai écrit en 5 ans et demi. 5 ans et demi, et qui est sorti en 2019 chez l'Harmattan, c'est que je suis parti d'un constat. J'ai 65 ans aujourd'hui et je ne comprends pas que les choses ne marchent toujours pas bien. La vie devient de plus en plus difficile dans mon pays. Pourquoi? Et pourtant, nous avons des hommes de qualité maintenant, des professeurs, des agrégés, des ingénieurs, des médecins. Comment se fait-il que la médecine ne marche pas, les hôpitaux ne marchent pas bien? Comment se fait-il qu'avec les ingénieurs, ponts et chaussées que nous avons, les routes ne sont pas bonnes? Comment se fait-il que la gestion du pays est mal faite, l'argent est détourné, ainsi de suite? Pourquoi ça? Donc, j'ai voulu savoir pourquoi. Et c'est pour comment, en 5 ans et demi, j'ai découvert que si ça marche mal, ce n'est pas parce que les hommes ne sont pas bons. Si ça marche mal, c'est parce que le système qui fait marcher les choses est mauvais. C'est un mauvais système. Et je constate que mon constat n'est pas seulement valable pour mon pays, le Gabon, il est aussi valable pour l'Afrique centrale, francophone, et l'Afrique de l'Ouest. Et même valable pour la France, ce constat. Et donc, c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que je vais essayer de vous faire partager avec les internautes qui nous suivent, avec les populations qui nous suivent, pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé exactement entre avant, où les choses avaient l'air d'être faciles, et aujourd'hui, où tout devient de plus en plus difficile. Demain sera même plus difficile qu'aujourd'hui si nous ne faisons rien. Voilà, votre livre, c'est ça, je présente aux téléspectateurs, aux internautes. Voici le livre. On voit l'image de deux personnages, Léon Mba et De Gaulle. Mais Léon Mba et De Gaulle, parce que j'ai découvert après mes 5 années que la source du mal vient de cette époque. La source du mal vient de cette époque. Et la source du mal vient du changement de système que le général de Gaulle a amené d'abord en France en 1958-60 et dans les pays francophones. Puisque quand nous prenons des indépendances, De Gaulle nous a donné le même système qui était en France dans tous les pays francophones et c'est ce système-là qui est la source de notre mal. Oui. Je vais l'expliquer tout à l'heure. J'ai l'impression que vous apportez une forme de révolution sociale et institutionnelle. Oui. C'est cela. Je dirais que révolution sociale et institutionnelle, oui, c'est la conséquence. Mais la vraie révolution, c'est la révolution mentale. Il s'agit d'un problème de mentalité. Changer les mentalités. Voilà. Il faut que nous changions de mentalité. Et je crois que l'ancien président de la République, le président Bongo, disait quelque chose, il dit, mais à tous ces discours, les Gabonais, on doit changer de mentalité. Mais je crois qu'il n'a pas su comment faire pour faire changer de mentalité aux Gabonais. Vous comprenez? Et moi, mes 5 ans de recherche ont trouvé comment faire pour changer la mentalité des Gabonais. Parce que des francophones, je dirais même des Français, parce qu'il n'y a pas que le Gabon qui va mal. En France, ça va de plus en plus mal. Et vous-même, vous voyez dans les Internet, dans tout ça là, que la France est en train de reculer. Comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire. Je dirais même que c'est nous qui reculons, comme la France. Puisque la France est notre tuteur. Pour changer les mentalités des Gabonais, il faut commencer par changer le modèle de fonctionnement du Gabon. C'est-à-dire les lois qui organisent et qui font fonctionner le pays. Car c'est cette loi-là qui donne la mentalité que nous avons aujourd'hui. Et ce modèle, je peux vous le dire, c'est un modèle qui est mauvais parce que quand vous concentrez les pouvoirs, vous devenez égoïste. C'est-à-dire tout doit passer par vous. Si quelqu'un veut une augmentation, c'est vous qui pouvez la donner. Si quelqu'un veut un terrain, c'est vous. Si quelqu'un même des fois veut une religion, c'est vous qui l'imposez. Ainsi de suite. C'est un modèle égoïste. Centralisation des pouvoirs. Centralisation des pouvoirs, c'est ça l'égoïsme. Et c'est un modèle qui est favoritiste. C'est-à-dire que ne peuvent avoir quelque chose que les parents du président de la République. Ne peuvent avoir quelque chose que
les connaissances du président de la République, ne peuvent avoir quelque chose que les beaux-parents du président de la République, que les gens de sa province, ainsi de suite. Quel que soit le président que vous mettrez, ses partisans aussi, quels que soient les gens quelle personne vous mettrez au pouvoir, si cette personne vient du Wellington, ce sont les gens du Wellington d'abord qui doivent bénéficier parce que ce sont ses parents, amis, connaissances et même partisans. Donc c'est ce modèle-là qui est à l'origine de tout ce qui détruit aujourd'hui le Gabon. La France est la 27e démocratie du monde. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, c'est ce modèle qu'il faut changer. Comment le changer? Il faut changer le modèle constitutionnel. Nous sommes aujourd'hui dans un modèle présidentialiste qui concentre tous les pouvoirs. Donc, on ne pourra le changer, pour moi, que par le vote. Par le vote, puisque l'expérience que nous vivons, nous venons de le vivre en Algérie, où on a changé Bouteflika. Après la révolution algérienne, aujourd'hui, les gens se plaignent maintenant d'un nouveau dirigeant. Même la dernière révolution, puisque pour que le président actuel prenne l'Algérie, il a fallu que le peuple se soulève. Et le peuple se rend compte, malgré le départ de Bouteflika, les choses ne vont même pas bien. Et les nouveaux dirigeants commencent encore à dire que non, vous ne touchez pas au pouvoir, vous ne partagez pas, nous restons comme avant, parce que le nouveau président maintenant aussi veut avoir tous les pouvoirs. Vous comprenez? Et donc rien ne change là à l'Algérie. Que le président qui va arriver demain dise, moi, je ne vais plus être là pour nommer tous les fonctionnaires, à commencer par ses parents et ses connaissances, pour nommer les fonctionnaires dans un régime parlementaire, par exemple. C'est le Parlement, le président ne fait que des propositions et c'est le Parlement qui valide pour nommer un ministre, pour nommer un directeur général. Voilà. Des exemples comme quel pays, par exemple? Les pays qui sont les pays parlementaires, dans les grandes démocraties en Europe, vous avez l'Angleterre, le Royaume-Uni, vous avez l'Allemagne, vous avez même des pays comme l'Espagne, le Portugal. Et vous avez les plus grandes démocraties du monde, les premières démocraties sont scandinaves. Et le meilleur système qui va partager, c'est le système parlementaire. C'est pourquoi je milite pour ça. Et le système fédéral qui partage encore plus. Et ça, c'est ce que De Gaulle a enlevé. C'est ce que nous aussi, nous avons enlevé quand on prend l'indépendance pour maintenant mettre un président, le système du président de la République. Voilà le problème de fond. Et on va le faire par le vote. Alors, comment on vote? Je vous prenons et analysons un tout petit peu les élections au Gabon en 2016. Quand j'écoute des discours des leaders politiques, surtout de l'opposition, les leaders politiques de l'opposition disent « les gens ont voté massivement le candidat de l'opposition ». Bon, je peux le citer, c'est un aîné, Jean Ping, ce que les gens disent. Après, je prends les statistiques, j'essaie d'analyser. Les gens qui ont voté massivement Jean Ping sont combien? Quand je regarde, ils sont moins de 200 000. Donc, ils sont vers les 160, 170 à 200 000. OK. Seulement. Les personnes qui sont à l'âge de voter au Gabon, ils sont environ entre 945 et 1 million. Ceux qui doivent aller voter. Je constate qu'en 2016, ne sont inscrits sur les listes électorales que 500, je crois, 85 000 personnes. Arrondissons à 600. Ça veut dire que nous avons 400 000 personnes au Gabon qui n'ont pas voté. OK. Quand on va aux urnes en août 2016, je constate encore que dans les 600 personnes qui sont inscrites dans la liste électorale, il n'y a que 357 000 personnes qui ont voté. Donc on peut arrondir à 400 000. Donc 400 000 personnes ont voté, le candidat de l'opposition, le candidat de la majorité, et 600 000 n'ont pas participé au vote. Est-ce que quand 400 000 personnes se sont exprimées pour voter, on peut dire qu'il y a eu un vote massif? Non. Or, le problème est là, il faudrait que chacun se dise qu'en politique et dans une démocratie, l'arme que chaque citoyen a pour changer les choses, pour changer sa vie, pour qu'il souffre moins, c'est d'abord le bulletin de vote. Si quelqu'un ne va pas voter, parce qu'il se dit oui, on va encore machin, ils vont encore tricher, mais il contribue à faire à ce que la triche continue. Et je peux vous dire que... Il ne faut pas cesser, il faut continuer toujours. Mais il faut participer. C'est ça la vie du pays. Vous ne pouvez pas dire que vous vous désintéressez, parce que quelqu'un va vous dire, mais on va encore tricher, la machine est là, machin, mais c'est faux. Ils font peur aux gens pour mieux faire à ce qui appartient au pays, voilà, n'appartienne qu'à une seule personne ou deux. Oui. Donc le jour que demain nous voulons changer ce pays, ce système, c'est quoi? Première chose, que les Gabonais comprennent qu'ils font partie du jeu, du match. Donc, et pour faire ce match, pour entrer au stade, c'est d'abord le bulletin de vote, c'est le ticket pour entrer.
Hein. Et que s'ils veulent que les choses changent demain, il faut qu'ils disent clairement où ils sont pour que ça continue, où ils sont pour le changement. Mais qu'ils votent en toute âme et conscience, mais qu'ils ne laissent pas les autres voter à leur place. Parce que 400 000 personnes ont voté à la place d'1 million. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc le problème de fond, et toutes les tricheries qu'on dit, entre nous soit dit, on les triche sur quoi? On triche sur les abstentions. Ceux qui sont inscrits, qui ne sont pas allés voter. C'est là où c'est plus facile de tricher les chiffres. Le constat que je fais, c'est qu'aux dernières élections 2016, il n'y a que 40% des Gabonais qui sont allés voter. 600 000 n'ont pas participé à ce match. Or, si les 600 000 avaient participé pour voter Ping, Ping aurait été élu. Si les 600 000 avaient participé pour voter Ali, Ali aurait été bien élu. Or, aujourd'hui, tout le monde va nous dire, mais oui, on va encore tricher. Mais quand on regarde bien, entre nous soit dit, le Haut-Ogooué, c'est combien d'électeurs? 71 000 personnes, puisque c'est là-bas où on a constaté qu'il y a eu quelque chose, il y a eu la triche. Mais c'est 71 000 personnes. Mais les 929 000 personnes qui restent, elles étaient où? Il n'y a eu qu'à peine 200 000 ou 100 et quelques mille qui ont participé pour changer les choses. Mais tout le reste n'a rien fait. Et quand vous allez quelque part, vous verrez que si on commence à compter les gens, si vous êtes 10, il y a peut-être que 4 qui ont voté. Et justement, c'est justement ce poids-là qui est important. Voilà. Il faut une victoire écrasante. Je vous dis, d'après mes études de 5 ans et demi, on ne peut pas changer ce régime qui nous oppresse. C'est-à-dire, aller prendre les pouvoirs qu'on a donnés dans les seules mains du président de la République, si on ne vote pas de manière par chaos, si on ne gagne pas par chaos. Chaos, ça veut dire que la différence des voix doit être très, très, très importante. Hein? Et quand j'entends les gens dire on ne suit que la voix du président de la République, mais je dis, il ne faut pas de mauvaise foi. Hein? Quand j'ai suivi le président Ping lui-même avant la proclamation des votes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'avant le Haut-Ogooué, ceux qui ont voté Ali étaient de 120 000 et quelques, et ceux qui l'ont voté étaient à 169 000, n'est-ce pas? Oui. Donc on ne peut pas dire qu'Ali n'avait pas de voix. Il y a quand même 120 000 personnes qui sont allées voter avant le Haut-Ogooué. Mais c'est quand on a eu le Haut-Ogooué que les choses se sont passées, que tout le monde reproche. Mais je dis, ce n'est qu'une bataille. Hein? Est-ce que les gens s'imaginent des pas qu'on a fait depuis la conférence nationale pour amener la démocratie au Gabon? Il y a eu des pas, il y a eu des batailles. Mais comment les gens peuvent dire aujourd'hui qu'au moment où ils sont à la dernière marche, ils ne vont plus aller voter parce que les gens vont aller tricher? Pour quelle raison? La bataille est constante. C'est comme le travail. Tous les jours, il faut aller travailler pour gagner son pain. Hein? Donc, je veux dire que je ne connais pas un pays où l'abstention a fait gagner l'élection, où les non-inscrits ont fait changer les choses, où un leader politique qui dit que faites le boycott a changé le pays. Je ne connais pas. Si quelqu'un peut me dire en Afrique ou en Europe, quand il y a eu beaucoup d'abstentions, que le candidat, c'est des abstentions qui ont élu un président au palais, si les gens qui ne sont pas fait inscrire ont élu quelqu'un, moi. Et quand ils sont venus par voter, ils ne s'occupent même pas des résultats. Ils ne sécurisent même pas leur vote. Et encore moins les partis politiques. Est-ce que quand on est un parti politique, on doit rester qu'attendre que les élections arrivent? On est au Gabon théoriquement à 3 ans des élections présidentielles. Est-ce que vous avez déjà reçu des leaders politiques chez vous ou dans votre association venir vous dire que, écoutez, voilà comment il faut voter, voilà les scores, machin. Aucune sensibilisation. Oui, il faut qu'ils fassent leur travail, qu'ils n'attendent pas que le mois pour aller faire. Voilà, et c'est là tout le problème. Il faudrait que votre travail se fasse, qu'on sensibilise les gens pour leur dire, c'est avec le bulletin de vote que vous prenez un engagement pour vous-même et surtout pour vos enfants. Parce que je dis aux Gabonais que si nous ne faisons rien, si ce système ne change pas, nous sommes en train de mettre en esclavage nos enfants et petits-enfants. Quand nous aurons un président qui va être massivement voté, il ne va pas obéir aux ordres de la France comme nous croyons tous aujourd'hui. Comment voulez-vous répondre aux attentes des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous faites? Peut-être que la France connaît la valeur du vote. C'est pour ça que le jour du vote, ils se mobilisent. Vous comprenez? Donc, ce sont les citoyens qui ont la clé et chacun de nous a la clé. Il faut qu'il sache qu'il est dans le stade. C'est la façon qu'il va jouer qui va faire à ce que demain, nos vies s'améliorent. Voilà. Nous sommes à quelques jours de la célébration
du 17 août au Gabon. Aujourd'hui, par rapport à votre livre, vous avez eu des retours des dirigeants? Oui, je crois que j'ai rencontré pratiquement tous les dirigeants des partis politiques. Tous. Je crois que j'ai rencontré une bonne majorité des leaders d'opposition, des leaders de la société civile. Hein, je suis aujourd'hui à Brent-Ferrest, donc on a étant son leader, j'ai rencontré les Pagas et tout, pour leur passer un message que tout le monde se dit non, le problème du Gabon est un problème d'homme. Parce que le président n'a pas le niveau, le président n'a pas ceci, n'a pas cela. C'est ce que tout le monde se dit. Et moi, je viens leur démontrer que non, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de règles de fonctionnement et d'organisation de la société. La constitution gabonaise n'a pas de garde-fou. Le président peut faire tout ce qu'il veut. Il dit il casse le 12 mars, il casse ceci, il casse, parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Quel député qui s'est élevé parce qu'on a cassé le 12 mars? Personne. Parce que tout est aux ordres. Et c'est le système qui le dit. Hein? Est-ce que dans les autres systèmes, c'est le président qui est élu, qui donne les promotions à tout le monde? Non. Le président, ce n'est pas lui qui nomme les directeurs généraux des grandes sociétés d'État, ce n'est pas lui qui nomme tous les fonctionnaires. Dans les systèmes parlementaires, je vous dis l'exemple, c'est comme ça qu'on fonctionnait avant. Quand le ministre est nommé, le ministre ne change pas le secrétaire général de son ministère. Il ne change pas le secrétaire général. Le ministre ne change pas les directeurs, ainsi de suite. Or, dans les régimes présidentialistes, quand le ministre est nommé, il change tous les fonctionnaires. Mais le fait qu'on ait donné au président de la République dans la Constitution le droit, conforme à la Constitution, de nommer tout le monde, mais il nomme n'importe qui. Et nous voyons les problèmes de casting qui se posent. Oui, problème de casting. C'est ce système-là. Quand je rentre, vous me dites, c'est le problème des hommes, il manque les diplômes, il manque ceci. Mais les présidents africains, il commence à y avoir beaucoup qui ont les diplômes. Est-ce que ça a changé? Je pense qu'au niveau de l'Afrique, le président Ouattara est un des diplômés. Oui, mais est-ce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de crainte? Est-ce que les gens ne souffrent pas? Ce n'est pas une question de diplôme. Non, ce n'est pas une question de formation. Ils sont tous bien formés. C'est une question de système. C'est une question de système. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système francophone où la Constitution vous donne tous les pouvoirs, vous devenez comme fou. Vous devenez au-dessus de Dieu. Or, les autres systèmes, même quand vous êtes président, vous avez des garde-fous. Est-ce que beaucoup de gens connaissent le nom du président allemand, le président israélien? Parce que dans ces pays-là, il y a des présidents, mais ils ne sont pas chefs de tout et de partout. Ils ne sont pas hyper présidents. C'est ça qui tue le Gabon. C'est ça qui tue l'Afrique francophone. C'est ça qui tue la France. Tant qu'on va garder ce système, nous allons continuer à souffrir de plus en plus. Parce que ce système a tué la compétition, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus de compétition. Or, le monde devient compétitif. Or, vous tuez la compétition. Ceux qui sont capables, vous les mettez derrière, et les incapables, vous les mettez devant. Qu'est-ce que vous allez gagner? C'est dans le vote qu'on peut changer les choses. Durablement, irréversiblement. Et ce livre apporte ces connaissances-là. Merci de nous avoir suivis, chers internautes.